Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai souhaité réaliser cette vidéo pour traiter d'un sujet qui me paraît extrêmement important pour bien saisir l'ensemble des modalités sous lesquelles s'exerce aujourd'hui la domination idéologique libérale. Ce sujet, c'est celui du langage, et plus exactement du rapport qu'entretiennent langage et pouvoir. Parler du lien entre langage et pouvoir, ce n'est rien d'autre qu'expliciter ce que nous appelons communément le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, c'est essentiellement celui de pouvoir influencer la pensée. En effet, la pensée est essentiellement composée par des mots sous forme mentale que nous appelons des idées ou encore des concepts. Or, le langage, c'est ce qui détermine une pensée. Pour le dire de manière simple, on pense d'abord à partir de mots. Pour prendre un exemple simple, si je cherche à convaincre mon interlocuteur de la véracité de ma pensée, bien je vais avoir recours à des arguments. Des arguments, ce sont des idées exprimées sous forme de mots, exprimées par le langage, à partir desquelles je vais tenter d'influencer, de façonner la pensée de mon interlocuteur. Pour prendre un autre exemple, si j'insulte quelqu'un, eh bien j'exprime mon sentiment à son égard à travers des mots, et là encore, ces mots vont évidemment avoir un impact, ils vont avoir une incidence, ne serait-ce que du fait qu'ils vont provoquer une réaction affective, émotive chez mon interlocuteur, et en ce sens, cela va déterminer la pensée de celui auquel j'adresse l'insulte à mon endroit. Un dernier exemple, si je fais une promesse à quelqu'un, eh bien j'utilise la parole, j'utilise donc le langage, non pas seulement pour décrire une situation, mais pour signifier mon engagement à respecter ma parole. D'ailleurs, c'est une expression que l'on retrouve assez régulièrement. Tenir sa parole, cela signifie que notre parole a une valeur supérieure au simple énoncé d'un fait. Le langage, on pourrait dire, c'est ce qui nous engage. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas sous-estimer cette capacité d'influence des mots sur la pensée. D'ailleurs, cette influence des mots sur la pensée a été relevée dès l'Antiquité par Platon lui-même. Platon qui, dans le Gorgias, expliquait à son interlocuteur qu'entre un médecin et un orateur, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'art du beau discours, qui maîtrise l'art de l'éloquence, eh bien, c'est l'orateur qui va se montrer le plus persuasif. Et au final, c'est donc l'orateur qui aura un pouvoir de guérison véritable sur le patient, puisque c'est lui seul qui peut réussir à convaincre le patient d'accepter le traitement du médecin. Voici ce qu'écrit Platon. Il m'est arrivé maintes fois d'accompagner mon frère ou d'autres médecins chez quelques malades qui refusaient une drogue ou ne voulaient pas se laisser opérer par le fer et le feu. Et là où les exhortations du médecin restaient vaines, moi je persuadais le malade, par le seul art de la rhétorique, qu'un orateur et un médecin aillent ensemble dans la ville que tu voudras, si une discussion doit s'engager à l'assemblée du peuple ou dans une réunion quelconque pour décider lequel des deux sera élu comme médecin, j'affirme que le médecin n'existera pas et que l'orateur sera préféré si cela lui plaît. Il en serait de même en face de tout autre artisan. C'est l'orateur qui se ferait choisir plutôt que n'importe quel compétiteur, car il n'est point de sujet sur lequel un homme qui sait la rhétorique ne puisse parler devant la foule d'une manière plus persuasive que l'homme de métier, quel qu'il soit. Ainsi, à travers cet exemple, Platon montre bien que le langage détient une véritable force persuasive, un véritable pouvoir d'influence de la pensée. Et c'est ce pouvoir d'influence de la pensée que je souhaite aujourd'hui traiter dans cette vidéo. Pour cela, nous devons d'abord tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le langage ? De manière technique, le langage se définit comme un système de signes, qu'on appelle des mots, qui renvoient à un sens, c'est-à-dire à une signification. Le signe, c'est donc ce qui signifie, c'est-à-dire ce qui renvoie à un sens. Le mot, c'est ce qui renvoie donc à une réalité extérieure que l'on va chercher à désigner à travers le mot pour pouvoir ensuite communiquer autour de cette réalité. Communiquer, échanger du sens avec nos interlocuteurs qui partagent un langage commun. En ce sens, on pourrait dire que le langage, c'est la réalité exprimée sous forme de paroles ou exprimée sous forme de gestes. Un signe, c'est l'outil de désignation de la chose, c'est le moyen par lequel on exprime une idée ou un sentiment à propos d'une réalité extérieure.
J'insiste sur cette idée que le mot doit se comprendre comme signe, au sens par exemple où l'on parle d'un panneau de signalisation. Un signal, c'est un signe qui renvoie à une signification, et qui, à ce titre, suppose que l'on connaisse et que l'on maîtrise le code dans lequel on s'exprime. Le code de la route, en ce sens, est un langage, puisque un panneau de signalisation n'a de sens que dans le système référentiel dans lequel il s'intègre. On peut donc dire que le langage est un système de signes, puisque les signes qui composent un langage n'ont de signification que les uns par rapport aux autres. Le mot blanc n'a de sens que par opposition au mot noir. Le mot chaud n'a de signification que par opposition au mot froid, etc., etc. Autrement dit, les mots ne prennent sens que dans leur relation les uns avec les autres et sont liés entre eux par une relation d'interdépendance, d'interconnexion pourrait-on dire. Et la meilleure preuve, c'est que si vous cherchez la signification d'un mot dans un dictionnaire, eh bien vous devez être en mesure de comprendre les mots employés dans la définition pour comprendre le mot. En ce sens, le langage ne coïncide pas avec la réalité, il n'en épouse pas les contours, on pourrait dire qu'il constitue un monde superposé à la réalité par lequel on cherche à communiquer et à échanger sur le sens de cette réalité. Que signifie le fait de dire que le mot n'épouse pas la réalité? Eh bien, c'est tout simplement montrer que le mot est une création extérieure à la chose que ce mot désigne. Pour prendre un exemple simple, nous appelons voiture un objet qui ne se présente pas lui-même comme voiture. Ce que nous appelons bureau, c'est ce que les hommes ont décidé d'appeler bureau. Mais ce mot n'est pas inhérent à la chose. Si vous préférez, il n'est pas constitutif de sa nature, il lui est donc extérieur. Il est une création extérieure à la chose. Le mot est donc une convention, une création artificielle des hommes, dans le but de pouvoir communiquer sur les choses et ainsi organiser leur rapport pratique au monde. Si par exemple je demande à quelqu'un de me tenir la porte, si je demande à quelqu'un de me passer le sel, eh bien les mots porte et sel sont des outils qui vont pouvoir me permettre d'organiser mon action, c'est-à-dire mon rapport pratique au monde. Alors cette idée, selon laquelle le langage constitue d'abord un outil ou un moyen d'action, cette idée a été largement développée par le philosophe Henri Bergson, notamment dans un ouvrage intitulé La pensée et le mouvant. Voici ce qu'écrit Bergson. Quelle est la fonction primitive du langage? C'est d'établir une communication en vue d'une coopération. Le langage transmet des ordres ou des avertissements. Il prescrit ou il décrit. Dans le premier cas, c'est l'appel à l'action immédiate. Dans le second, c'est le signalement de la chose ou de quelqu'une de ses propriétés, en vue de l'action future. Mais dans un cas comme dans l'autre, la fonction est industrielle, commerciale, militaire, toujours sociale. Les choses que le langage décrit ont été découpées dans le réel par la perception humaine en vue du travail humain. Les propriétés qu'il signale sont les appels de la chose à une activité humaine. Le mot sera donc le même, comme nous le disions, quand la démarche suggérée sera la même. Et notre esprit attribuera à des choses diverses la même propriété, se les représentera de la même manière, les groupera enfin sous la même idée, partout où la suggestion du même parti à tirer, de la même action à faire, suscitera le même mot. Ce que veut dire Bergson, c'est que les mots sont d'abord des outils en vue d'une action. L'expression nom commun met bien en valeur le fait que nous désignons sous le même mot des objets qui peuvent s'avérer différents les uns des autres. Un stylo, par exemple, est une catégorie commune qui renvoie à l'idée du stylo, quand bien même il n'existerait pas deux stylos absolument identiques. Un nom commun, c'est donc un nom qui s'applique à une catégorie d'objets et non pas à un objet unique, non pas à la singularité de la chose. Il n'existe pas un mot pour chaque chose existant sur cette planète, puisqu'un arbre sera toujours un arbre dans n'importe quel pays et quelle que soit l'espèce de cet arbre. En ce sens, on peut dire que le mot induit nécessairement une généralisation des choses, puisqu'il n'est possible de communiquer sur la réalité
qu'à partir du moment où cette réalité est structurée par des mots par lesquels on peut la désigner. Est-ce que cela revient à dire que le langage est absolument étranger, absolument hétérogène à la réalité qu'il prétend désigner? Bien sûr que non. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le langage n'est pas étranger à la réalité dans la mesure où il peut avoir une influence sur elle par l'intermédiaire de la pensée. Par les mots, je peux induire une représentation particulière du monde dans l'esprit de mon interlocuteur. Je peux donc intervenir directement dans sa conscience et influencer la manière dont il va se représenter ce monde. Cela a une conséquence importante, à savoir que les mots sont un instrument de modification de la conscience, et même, dans certains cas, un instrument d'assujettissement des consciences, c'est-à-dire de manipulation et de domination. Si le mot est le véhicule de la pensée, si le mot est le véhicule de nos idées, il est donc possible de modifier les idées et la pensée d'un individu en faisant un juste usage des mots que l'on emploie. Et c'est par cette maîtrise du langage, par ce juste usage des mots, qu'il deviendra possible d'influencer la pensée de quiconque. Alors prenons quelques cas typiques de notre modernité libérale. Aujourd'hui, par exemple, il est devenu courant de dire que la notion de peuple n'aurait pas le moindre sens, puisqu'elle ne renverrait à aucune réalité effective constituée. On a pu voir par exemple l'échange verbal entre Michel Onfray et Yann Moix sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier, échange dans lequel Yann Moix s'évertuait à expliquer à Michel Onfray que le peuple n'existait pas, puisqu'à ce mot ne correspondrait selon lui aucune réalité homogène, c'est-à-dire unifiée, qui permettrait de la désigner sous un terme unique, celui de peuple. La réponse de Michel Onfray a été éclatante. Ce n'est pas parce que l'on ignore le sens d'un mot que la réalité que ce mot désigne n'existe pas. Or aujourd'hui, il est devenu commun de nier un certain nombre de réalités sous prétexte que les mots utilisés pour les désigner ont été décrédibilisés ou ont été remis en cause par l'idéologie dominante. Pour prolonger sur cet exemple de la notion de peuple, l'incroyable distorsion sémantique qu'a subi le terme de populisme devrait elle aussi nous alerter. Si l'on en croit nos médias mainstream, le populisme désignerait l'ensemble des doctrines et des idéologies qui viseraient à exciter les instincts les plus vils, les plus bas, les plus condamnables du peuple, avec toujours cette arrière-pensée que le peuple ne serait qu'une fiction théorique dans les cas où il n'est pas tout simplement réduit à une masse informe, influençable et menaçante. Or, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études littéraires pour se rendre compte que le mot populisme, qui désigne littéralement la priorité accordée aux intérêts du peuple, n'est rien d'autre que la traduction en latin de ce qu'on appelle en grec la démocratie. Demos kratos, le pouvoir du peuple, le populisme n'est rien d'autre qu'une traduction de ce concept de démocratie dont l'Occident libéral n'a de cesse de se vanter aujourd'hui, puisqu'il est l'outil de légitimation par excellence de la plupart des interventions militaires des pays occidentaux au Moyen-Orient. Comme quoi, le langage possède également des vertus économiques. Cet exemple illustre à lui seul ce que je tente de démontrer avec cette vidéo, à savoir que sous le terme de démocratie, peuvent se voir légitimer tout un ensemble d'interventions qui feraient l'objet d'une réprobation unanime par l'opinion publique si ces interventions n'étaient pas justifiées en amont par des mots, là encore. Un autre exemple est bien entendu la déformation subie par le terme de liberté, puisqu'originellement la liberté désignait la capacité de l'individu, de l'être humain, à se gouverner selon ses propres lois, c'est-à-dire à ne pas être influencé dans son jugement ou dans ses décisions. C'est la définition que donnait Emmanuel Kant, le philosophe allemand du XVIIIe siècle, qui faisait correspondre la liberté à l'autonomie, autonomos, la capacité à se gouverner selon ses propres lois, à se donner ses propres règles. C'est ça la liberté, ce n'est pas l'absence de règles,
c'est bien au contraire la capacité de choisir les règles auxquelles on obéit. Étant entendu que la liberté absolue, c'est-à-dire l'absence totale de lois, de règles ou de contraintes, est une fiction philosophique, du simple fait que nous sommes déterminés par un ensemble de contraintes biologiques qui nous empêchent d'atteindre cette liberté absolue. Je n'ai pas la capacité de m'envoler quand bien même j'estimerais pouvoir être libre de le faire. Je n'ai pas la capacité ni la liberté d'être immortel, quand bien même ce serait là mon désir profond. Ainsi comprise, la liberté ne désigne plus du tout l'absence totale de règles ou de normes, ce qui est une absurdité, mais la capacité à limiter les influences du monde extérieur de manière à me permettre de forger un jugement éclairé sur les choses, dénué de toute entreprise d'influence ou de manipulation extérieure. Or aujourd'hui, le mot liberté tend de plus en plus à correspondre à cette définition d'absence totale de limites et de contraintes. Le libéralisme, c'est cette idéologie qui promeut une définition de la liberté comme absence totale de cadre normatif, ce qui correspond bien moins selon moi au sens du mot liberté qu'au sens du mot libéralité. La libéralité désignant, pour le coup, ce processus indéfini d'extension des libertés individuelles, c'est-à-dire le recul des normes et des contraintes appliquées à l'individu. Or, c'est essentiellement sur cette falsification du langage que fonctionne la domination idéologique. Orwell avait admirablement pointé cette force d'influence et de manipulation du langage à travers sa notion de novlangue, qui apparaît dans son roman 1984. Le novlangue, pour citer Orwell, c'est ce qui permet d'affirmer, par exemple, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Le novlangue, ce n'est rien d'autre que l'adaptation du langage à la pensée que l'on souhaite produire dans la conscience de l'individu. Là encore, quelques exemples peuvent nous éclairer. On entend souvent parler, pour désigner une branche extrémiste de l'islam, du salafisme. Aujourd'hui, la simple prononciation du mot salafisme nous renvoie à la vision de l'islamiste terroriste ou intégriste, c'est-à-dire à un individu menaçant, un individu ennemi de la liberté et de la démocratie, justement, et cela va permettre de créer une image mentale dans la conscience qui va ainsi justifier, légitimer ce que l'on appelle la lutte contre le terrorisme et qui correspond dans les faits à la restriction accrue des libertés individuelles et à l'entretien de la peur et de la paranoïa occidentale, garante de l'obéissance du peuple à la logique marchande du capital. Or, ce qui est tu, ce qui ne nous est pas dit lorsqu'on emploie le mot salafiste, eh bien c'est que le salafi, cela signifie celui qui suit la pratique des anciens, celui qui retourne aux sources de l'exercice du culte musulman, et non pas un courant intégriste ou violent. On nous avait déjà fait le coup au lendemain des attentats du 11 septembre avec le mot taliban. Le mot taliban qui était censé produire dans notre conscience l'image d'individus violents, belliqueux, menaçants, alors même que le mot taliban signifie littéralement étudiant. Étudiant ou chercheur. Alors, je ne suis pas du tout en train de cautionner les actions violentes commises par les talibans, mais je pose simplement cette question. Trouvez-vous normal que la représentation que nous nous forgeons à partir d'un mot soit en contradiction exacte avec le sens véritable de ce mot? Est-ce que ce n'est pas là un danger qui autorise potentiellement toutes les formes de dérive et de manipulation possibles? C'est à ce type de manipulation par le langage que nous avons affaire, à travers, encore un autre exemple, la notion d'art. Historiquement, l'art correspond à la démarche de recherche du beau, ou encore à l'expression de la vision du monde de l'artiste telle qu'elle ne peut être traduite par des mots, justement. L'art, ce serait le moyen d'exprimer une vérité indicible, ineffable, c'est-à-dire qui ne peut pas se traduire par le langage. Ce serait une autre manière de dire que l'art est lui-même un langage non rationnel, un langage sensible, mais qui permet de communiquer et d'échanger du sens
un sens qui ne peut pas être pris en charge par le langage et la parole. Or aujourd'hui, il est devenu commun de définir l'art comme une entreprise d'originalité, une entreprise de subversion, une entreprise de provocation, à tel point que la vocation originelle de l'art qui était la recherche du beau ou l'expression d'une vérité indicible a été totalement occultée par cette nouvelle définition de l'art comme recherche du scandale. Là encore, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je demande simplement, est-il normal selon vous que sous le même mot puissent cohabiter des définitions aussi opposées l'une à l'autre? À ce propos d'ailleurs, je vous recommande, je vous encourage même, à vous procurer le livre de Frédéric Mathieu qui a pour titre Jamais sans ma novlangue, un livre dans lequel Frédéric Mathieu montre bien que le renversement subi par tout un tas de mots et de concepts dans le discours officiel moderne traduit précisément l'évolution idéologique à l'œuvre en amont de cette transformation. C'est une autre manière de dire que l'évolution contemporaine du langage n'est rien d'autre que le symptôme de l'évolution de l'idéologie communiquée et véhiculée par ce langage. J'ouvre le livre de Frédéric Mathieu à la page 280 et je lis « On ne dit plus marchandise, mais article, référence ou item. Statut d'un objet mis sur le marché. Remplace l'ancien produit qui avait le désavantage de renvoyer l'acheteur aux conditions de la production, modérément éthiques. L'article, l'item, la référence sont moins ancrés dans la réalité et beaucoup plus dans le catalogue. On ressent moins la sueur, l'exploitation et les cadences du travail sous-traité. » Cet exemple compte évidemment parmi les innombrables autres exemples qui montrent comment la simple substitution d'un terme à un autre permet de modifier la représentation mentale de la chose désignée. Et c'est vrai, parler d'article plutôt que de marchandise, eh bien cela occulte d'une certaine manière cet aspect de la marchandise qui est celui des conditions de sa production, qu'avait parfaitement analysé Marx, et il est certain qu'un mot qui dissimule la nature même de l'objet va produire une image mentale et une représentation très différentes. Là encore, c'est le lien entre langage et pensée qui doit être souligné. On sait par exemple que pour Hegel, le philosophe allemand du XIXe siècle, eh bien, c'est dans les mots que nous pensons. Je le cite. « Nous n'avons conscience de nos pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les différencions de notre intériorité, et par suite, nous les marquons d'une forme externe, mais d'une forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute. C'est le son articulé, le mot, qui seul nous offre une existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis. L'externe, je vous le rappelle, c'est la chose désignée, la chose extérieure à nous. L'interne, c'est l'idée de cette chose, c'est-à-dire la pensée correspondante à la perception d'une chose. Je poursuis. Par conséquent, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Et il est également absurde de considérer comme un désavantage et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci aux mots. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. L'ineffable, c'est ce qui ne peut pas être dit. Mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement, car en réalité, l'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'on trouve le mot. Ainsi, le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus vraie. Ici, Hegel confirme, de manière catégorique, l'idée que la pensée est influencée par les mots que nous employons pour l'exprimer. Selon Hegel, ce qui ne peut pas être dit revient de fait à ce qui ne peut pas être pensé, puisque sur toute pensée, il existe nécessairement un ou des mots. Ce qui ne peut pas être dit, l'ineffable ou l'indicible, c'est ce qui ne peut pas être pensé clairement. On se rappelle ici de la citation de Nicolas Boileau qui disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Et on pourrait d'ailleurs ajouter à cette phrase, en complément, que seul ce qui s'énonce se conçoit. Voilà ce que l'on pouvait dire de manière extrêmement brève et synthétique sur ce pouvoir du langage, à savoir le pouvoir d'influencer, de déterminer et même de manipuler la conscience des sujets dans le but d'orienter cette pensée dans le sens des intérêts de la domination. Et vous remarquerez d'ailleurs que cette
entreprise générale de falsification du langage, est aussi ce qui permet de mettre un frein à toute démarche de réflexion sérieuse sur de nombreux sujets, comme en atteste par exemple l'omniprésence du mot haine qui vise à disqualifier toute pensée critique à laquelle on ne veut pas prendre la peine de répondre sur le terrain des idées, sur le terrain de l'argumentation, sur le terrain du sens. On peut donc dire que c'est d'abord par un travail de réappropriation de notre outil de pensée, à savoir le langage, que pourra véritablement se constituer une véritable pensée critique qui dépasserait les conflits idéologiques tels qu'ils sont conçus et structurés par l'idéologie dominante pour parvenir à une véritable compréhension des modalités de la domination contemporaine. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.